Irak, 1991. Une insurrection oubliée. Un documentaire sonore réalisé par Radio 2049. Chapitre 2. La désertion envahit le Sud. La situation au sein de l'armée est devenue tellement chaotique que lorsque la coalition a déclenché l'offensive militaire, les officiers ont arraché les galons de leur uniforme de crainte d'être reconnus et exécutés sur place par la masse des déserteurs. Se présenter avec des galons face à la troupe relevait du suicide. Groupe communiste internationaliste sur la situation fin février 1991. Les gens ont crié « Abba Saddam, Abba Saddam » et l'armée leur a tiré dessus. Maintenant, il y a une partie de l'armée qui est avec le peuple et l'autre qui est contre lui. Les troubles semblent s'étendre dans le sud de l'Irak. Les militaires américains qualifient la situation de chaotique. Peu de soldats dans les rues, les rumeurs vont et viennent. Il n'y a eu aucun discours officiel de Saddam Hussein depuis le 26 février. Les soldats irakiens ont été envoyés à la mort par un régime qu'ils haïssent. Ils refusent de se battre et tentent de s'échapper de la zone de front. En quelques jours à peine, c'est tout l'édifice de l'armée irakienne qui s'écroule, menaçant d'entraîner tout l'État à sa suite. La guerre déclenchée par Saddam se retourne contre lui. Le défaitisme des masses ouvre alors un épisode explosif. Sur Radio Bagdad, on parle aujourd'hui de tentatives de complot sans davantage de précision. Pas une ligne non plus dans les journaux sur ce qui se passerait actuellement dans le sud de l'Irak. Mais les responsables de l'information nous disent que les soldats restent massés à Bassora parce que tous les ponts ont été bombardés entre le sud et le nord. Un simple problème de logistique donc, d'après les autorités irakiennes. Bassora, ville de 2 millions d'habitants, est la plus forte concentration ouvrière du pays. Située à 60 km de la frontière koweïtienne, sur l'embouchure du Chat El Arab, au milieu des plaines agricoles les plus fertiles de la région, Bassora est la ville de l'industrie extractive et de la pétrochimie, le pilier de l'économie irakienne. C'est le seul accès à la mer au golfe Persique, la principale porte d'entrée et de sortie des marchandises. La coalition a pilonné la ville et ses infrastructures. L'ampleur des destructions est gigantesque. Plus rien ne fonctionne, tout est à l'arrêt. Il n'y a plus ni électricité ni eau. Avant même la fin des combats, des manifestations ouvrières éclatent et les corps de répression n'ont plus la capacité d'y mettre un terme. Puis, au fur et à mesure, les vagues de soldats déserteurs convergeant vers la ville se joignent aux manifestants. Ils sont venus avec leurs armes et ils savent s'en servir. Le 1er mars, la prison centrale est prise d'assaut. Les prisonniers sont libérés et les bâtiments saccagés. Vient le tour des postes de police, des bâtiments officiels et des locaux du parti Baas. Les cadres de parti, de la police et les membres de la garde républicaine sont exécutés sans discussion. Dans Bassora, l'État n'existe plus. La foule est descendue dans la rue. Sur la place principale, le portrait géant de Saddam Hussein tombe sous les tirs d'un blindé T-55. Les dernières marchandises présentes dans la ville et les derniers stocks de nourriture sont pillés. Nous sommes le 4 mars et désormais les insurgés sont maîtres de la ville. La révolte se propage, au rythme de la remontée des colonnes de déserteurs et de réfugiés qui cherchent à gagner le centre du pays. Tout au long de l'autoroute numéro 1 qui relie Bassora à Bagdad, les villes ont été massivement bombardées, les conditions de vie sont critiques et la colère gronde déjà depuis longtemps. La rencontre entre les déserteurs et les prolétaires urbains est l'étincelle qui déclenchera des émeutes insurrectionnelles. Très vite, le mouvement va s'étendre aux villes du sud, Nasiriyah, Amara, Kerbala et Diwania. Partout on s'arme, libère les prisonniers et attaque les bâtiments des forces de sécurité. Partout, on met un terme brutal aux fonctions des cadres du parti et des agents de la répression. Désormais, le pouvoir a perdu le contrôle du Sud.
Quand les échos de l'insurrection arrivent à Bagdad, des émeutes éclatent dans les quartiers ouvriers. Les forces de sécurité qui jouent leur survie au sens propre vont tout faire pour les empêcher de gagner le reste de la capitale. Dans les rues des quartiers centraux, le couvre-feu fait régner un silence de mort. Le mouvement gagne le nord et des manifestations éclatent partout. À Erbil, Souleymaniye et d'autres localités de la province kurde, les manifestations deviennent rapidement des émeutes. Comme dans le sud, les piliers de l'État sont pris d'assaut, les prisonniers libérés et les oppresseurs exécutés. C'est dans ce contexte que naîtront les Shoras, des assemblées qui tentent d'organiser la lutte, mais on l'évoquera plus en détail par la suite. À Kirkouk, Tikrit et Mossoul, plusieurs manifestations partent des quartiers populaires. Mais les manifestants, trop peu nombreux et dépourvus d'armes, seront rapidement réprimés par les unités de police et de la garde républicaine. Après avoir assisté fébrilement à l'effondrement de leur pouvoir, ville par ville, ce coup d'arrêt mis à l'insurrection donne malheureusement une lueur d'espoir au régime. Il cède à toutes les exigences de la coalition dirigée par les États-Unis. En retour, cette dernière lui accorde le droit à la répression et limite l'exclusion aérienne pour permettre à l'armée irakienne d'utiliser ses hélicoptères. Un pacte de non-agression est conclu avec les guérillas nationalistes kurdes qui peu à peu reprennent le contrôle des villes du nord et mettent fin au pouvoir des Shoras. Le régime rassemble alors ses forces et contre-attaque les insurgés dans le sud du pays. L'armée envoie ses hélicoptères qui largueront des bombes et du gaz neurotoxique et asphyxiant sur les villes insurgées, avant que les troupes de choc de la garde républicaine n'entrent en scène avec l'artillerie lourde, puis les combats directs. Les insurgés manquent de matériel, ils ont surtout des armes de poing, quelques tanks et lance-roquettes. La répression est un vrai carnage. En plus des gaz toxiques, l'armée détruit purement et simplement les quartiers ouvriers d'où sont partis les soulèvements. Les villes sont reprises une à une. Des émeutes éclatent à nouveau dans plusieurs quartiers ouvriers de Bagdad, mais l'ultime tentative de soulèvement dans la capitale sera étouffée dans l'œuf. Le 16 mars, après un silence de plus de 2 semaines, Saddam Hussein reparaît à la télévision. Visage impassible, Saddam Hussein, durant 1 heure aujourd'hui, s'est adressé au peuple irakien. Nous ne nous attendions pas à ce que des voisins avec qui nous avons établi une paix honorable permettent l'utilisation de leur territoire comme base arrière aux traîtres de l'Irak. Le voisin, c'est l'Iran, bien sûr. Les traîtres, ces combattants qui, depuis des semaines, fomentent l'insurrection intérieure, comme ici, à Kerbala, où une vidéo amateur montre les affrontements entre résistants et militaires et l'étendue des dégâts. Saddam Hussein a annoncé l'écrasement de l'insurrection dans toutes les villes du sud du pays, à majorité chiite. Il a reconnu que les soulèvements kurdes dans le nord n'étaient pas encore maîtrisés. Leitmotiv de son discours, il ne s'agit pas d'un soulèvement populaire, mais bien d'agitation menée par des traîtres étrangers, je cite. Le président irakien maniant tour à tour la menace et la persuasion a annoncé des réformes démocratiques basées sur le pluralisme politique. Il a promis la création d'un ministère de la reconstruction pour relever son pays de la ruine. En filigrane de ce discours fleuve, c'est en fait un Saddam Hussein qui craint son renversement, voire un attentat qui est apparu ce soir. L'État despotique irakien est en train de reprendre le contrôle de la situation. Le 17 mars, les combats s'achèvent par l'écrasement des derniers insurgés du Sud. Certains d'entre eux réussiront à sortir de la nasse pour se réfugier dans les immenses marais du delta, où ils seront encore pourchassés pendant des mois. Les villes sont ravagées, les hommes du régime sont partout, traquant, torturant, exécutant tout ce qui reste de subversif. L'ordre règne à Bassora et dans tout le sud du pays. Bientôt, les forces du régime se retourneront vers le nord.
Prochain épisode et 3e chapitre de notre série Souleymanié, les prémices du soulèvement. À bientôt sur Radio 2049. Separated from. Stop crying now, my eyes, even if it seems forever.